Monsieur Norbert Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien UDPS et également politique congolais. Dites-nous, les modèles politiques congolaises, est-ce une avancée ou bien arrêtée? Bon, le Congo a été dans une sorte de déliquescence pendant plusieurs années. Et donc, avant de parler d'un modèle à mettre en place, il faut sortir, n'est-ce pas, le Congo du trou béant. Et c'est ça le travail qui est fait aujourd'hui par le président de la République avec la contribution de tous les Congolais. On est en train d'y arriver certainement avant qu'on puisse prôner un modèle. Mais le modèle aujourd'hui, en termes économiques, c'est un modèle hérocentriste. Hérocentriste suppose que nous devenons des fournisseurs de matières premières et ces matières sont prises par les exploitants étrangers, européens, américains ou asiatiques. Ils ont l'industrie et ils ramènent le brut chez eux où ils produisent des richesses, ils produisent des emplois et ils font des affectations dans les différents secteurs de leur vie nationale. Et nous n'avons que les yeux pour regarder. C'est ça le modèle qui régit aujourd'hui et qui, véritablement, ne va pas nous donner la possibilité d'avancer. Cependant, le président de la République a pris l'option de créer une pépinière de millionnaires chez nous pour que nous aussi, nous puissions véritablement exploiter nos ressources naturelles. Et pour le faire, il a mis le cap à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la création des zones spéciales économiques où on ne possède pas des exonérations de taxes et on draine les investisseurs étrangers. On leur demande d'exploiter nos ressources, de les transformer, de les commercialiser. À ce moment-là, l'État a la possibilité non seulement de se taper de ses recettes en termes d'actionnaires, mais également des recettes en termes de taxes. Et en créant des emplois pour la jeunesse congolaise. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Cette vision n'est pas très bien reçue par ceux qui sont habitués à exploiter nos richesses. Le président de la République voit dans un troisième temps comment, sur le plan interne, mettre en route une politique qui permette de pouvoir donner des moyens aux Congolais qui ont des projets bancables, qui sont capables pas, de transformer par-ci par-là nos ressources. Et là, c'est comme ça qu'il a parlé de fonds de garantie, justement pour avoir une pépinière d'entrepreneurs congolais. Il a parlé du fonds de développement rural, que nous avons appelé autrefois la Banque de crédit agricole. L'idée, c'est de pouvoir soutenir, appuyer les exploitants agro-industriels ou agricoles, les exploitants agricoles bien entendu, pour qu'en fait, finalement, on puisse avoir des structures qui génèrent des ressources, des richesses, etc. Et cela permet à notre peuple de profiter au maximum en termes de production, en termes d'emploi et en termes d'affectation dans les différents secteurs nationaux. Sur le plan politique, pourquoi ça prend du temps lorsque le président prête serment pour arriver à la nomination du Premier ministre? Ça prend trop du temps, pendant qu'ailleurs, les choses se passent vite. Oui, c'est justement parce que nous copions très mal les législations étrangères. Tu vois, les droits qui nous régissent aujourd'hui, qui a été calqué, c'est un droit gréco-romain. Nous avons une constitution avec des procédures, etc., trop philosophiques. Mais c'est gréco-romain, tu vois, en France. Mais les gréco-romains, et même, c'est le même jour, il y a un premier ministre, un jour après, il y a un gouvernement. Alors nous, il faut que ça soit approuvé de ceci, etc., 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 etc. Ça donne les leçons. Et même si demain, il peut y avoir, que je dirais-je, révision constitutionnelle, que ce sont des choses-là qu'il faut revoir. Hein? Ça va faire combien de mois maintenant? C'est un peu trop, quoi. Il faut que les Congolais comprennent que the time is money. Le temps, c'est de l'argent.
si on ne tient pas compte de ce temps-là, on verse tous dans la procrastination. On croit que nous avons toujours le temps, et pourtant, ça risque de nous amener plus loin dans les ténèbres. Donc, bon, voilà, on a respecté le principe de droit, mais au moins ça nous donne une leçon que nous sommes pressés. La pauvreté, elle est très grande, il faut la battre, et il faut plutôt faire autrement les choses. Mais faire autrement les choses suppose de réviser la Constitution. Et s'il y a perspective d'une révision constitutionnelle, ce sont des choses comme ça qu'on peut pouvoir revoir pour permettre à ce que la rapidité soit installée dans la culture institutionnelle de notre pays. Donc vous êtes pour ceux-là qui pensent qu'il faut que la Constitution soit révisée? Il y a tellement de choses dans cette Constitution qu'il faut réviser. Je vous donne l'exemple. Cette Constitution c'est une copier-coller. Non, j'enlève ça, je risque d'être... Mais au moins, en tout cas, beaucoup de gens, ce sont des universitaires de Liège, que ce soit des constitutionnalistes congolais formés à l'occidental, qui n'ont pas tenu compte des réalités qui sont les nôtres, et qui ont simplement copié, qui n'ont que grimpé sur les idées des autres, et qui se trouvent dans un contexte différent de nôtre, etc., ont souhaité donner 5 ans de mandat. 5 ans de mandat, de grâce. Même la France, dont on voudrait copier, depuis lors, en commençant par De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, le mandat était de 7 ans. Et même Chirac, le premier mandat, c'était 7 ans. Mais étant donné qu'ils avaient beaucoup lutté pour atténuer le nombre de problèmes qui se posent chez eux, Lionel Jospin a estimé qu'il fallait revenir à 5 ans. Et c'est comme ça qu'ils ont fait 5 ans. Mais ils ont un budget de 350 milliards de dollars. Nous avons un budget à peine avec le président Tshisekedi de 16 milliards. Nous avons un produit intérieur brut de 64 milliards. Et ils ont 3000 milliards de dollars. Et regardez, vous allez dire, faisons comme la France. Ils ont 5 ans, nous on a 5 ans, dis-moi entre nous. Le temps de faire des états de liés pour savoir tel secteur de l'agricole, tel secteur environnement, tel secteur communication, compagnie, etc. Ça vous prend plus de 5 ans. Alors maintenant qu'on vous donne 5 ans, quand est-ce que vous allez travailler? Parce que vous êtes au moment à faire, n'est-ce pas, les états de lieux. C'est de tout ça. Alors maintenant, beaucoup de panafricanistes pensent qu'il y a moyen d'interroger comment nos ancêtres ont survécu pendant des millénaires, quel était leur mode de gestion. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre ces héritages traditionnels, essayer de les scientifiser, de les moderniser, de les théoriser, et de les inoculer dans nos constitutions, textes, lois et textes réglementaires. Pourquoi ne pourrons pas faire ça? Je suivais hier un professeur de droit. Il était content comme tout parce qu'il était en train de croire que bon, il connaît un peu trop, etc. Sur un droit qui n'est pas adapté par rapport à nos réalités. Alors, et quand vous amenez ces droits-là, où il s'est révélé comme un véritable perroquet, non, j'allais dire perroquet, mais récitateur ou répétiteur, et alors, ça nous apporte quoi? Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de remise en question, en fait. On doit quitter le stade des pseudo-politiques, pseudo-chercheurs politisés. On doit quitter le débat des caniveaux. On doit interroger notre société, notre environnement. S'il n'y a pas eu de solutions historiques par rapport à notre vie, pour que nous puissions les prendre et les scientifiser. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, monsieur le journaliste, nos thèses doctorales ne rivalisent pas les thèses occidentales. On croit que les thèses occidentales relèvent d'un idéal civilisationnel et que nous n'avons rien apporté à la redéfinition de l'ordre international. C'est grave et c'est gravissime. Et pourtant, nous avons des hommes et des femmes brillants, j'allais dire brillantissimes, qui sont capables de relever le défi. Mais alors faisons des débats de fond. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos thèses arrivent à rivaliser avec les thèses occidentales?
il faut fouiner sur les chantiers de nos ancêtres. Savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regarde, au XIIIe siècle, à 1236, nous avions la première constitution, au moment où l'Europe était encore dans la barbarie, avec Soudatan Keïta, à l'Empire du Mali, qui était d'Afrique en fait, de manière générale, l'Afrique subsaharienne. 1236 au XIIIe siècle. 44 articles. Ils n'avaient pas encore le droit. Pourquoi nous ne pouvons pas interroger ces droits-là? Prendre des éléments qui nous permettent de consolider les convictions et d'insérer ça dans notre constitution, dans nos lois et textes réglementaires. Toujours au XIIe siècle, nous avions la plus grande université, l'université de Sankoré, qui se trouve en Toubouctou, toujours au Mali, où les gens venaient du monde entier pour venir apprendre. N'est-ce pas l'Afrique antique, ce qu'on a appelé autrefois Abdou Kalam? Tous ces Européens, ces premiers intellectuels comme Thalès, Pythagore, compagnie, etc., ils sont venus apprendre chez nous, en Égypte, noir de charbon. Pourquoi nous ne pouvons pas faire un effort, nous, là, nous, ceux qui se déclarent intellectuels, compagnie, etc., qui ne sont que des analphabètes culturels, que Bob Bassong les appelle des abrutis fondationnaires. On n'a qu'une fondation. Et on a des gens qui ont une étiquette. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune valeur dans une société. Regardez, on est en train de lutter contre la corruption. Si on pouvait scientifiser les héritages traditionnels par rapport à la lutte contre la corruption, il n'y aurait pas de vol. C'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les Indiens ont fait. Et ils sont en train véritablement de concourir vers les sommets de la géopolitique internationale. Au XIIIe siècle, c'était l'Afrique qui était au top, mais qu'est-ce qui a changé la donne pour que l'Europe se retrouve maintenant au-dessus de la mêlée? Donc nous étions au top 35 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que là, nous étions puissants politiquement, puissants mathématiquement, puissants culturellement, puissants militairement, puissants scientifiquement. Mais nous avons connu spirituellement, nous avons connu des grandes attaques des Babyloniens, des Sumériens, compagnie, etc. Et finalement, c'était au 7e siècle. Et puis après, est venu les fils d'Abraham, les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac, qui sont venus chez nous pour nous dire que voilà, vous n'avez rien, rejetez vos coutumes, rejetez vos traditions, rejetez tout ce que vos ancêtres vous ont donné. Imitez-nous, parce que nous sommes les enfants de Dieu et ils nous ont fait dessiner Dieu comme quelqu'un avec barbe blanche, blanc, etc. C'est comme si quelqu'un, un photographe qui était allé prendre Dieu photo. C'est de la manipulation en fait. Et nous sommes tombés dans le piège. Et toutes les religions sont importées, le système éducatif est importé, le système politique est importé, le système sanitaire est importé, le système économique est importé. C'est comme si nous n'avons rien. Et donc, nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons. Mais nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et ce sont nos scientifiques qui pouvaient faire ce travail de restauration de notre génie propre, de restauration de notre spiritualité authentique. Vous voyez, mais tel n'est pas le cas. Donc, on a copié et nous sommes des copies. Alors maintenant, on nous donne l'indépendance, nous croyons que c'est l'indépendance, au lieu de revenir ce que nous on était avant qu'il n'arrive. Ah non, on a maintenu le cap. Et nous sommes surveillés par les religions, déclarés, révélés, et nous sommes surveillés par leur système éducatif où nous bloquons les gens, les chercheurs qui se trouvent chez eux, le système politique avec la démocratie, qui ne correspond à aucune réalité. Aucune réalité. Et ça fait combien de temps nous sommes en train de pratiquer cette démocratie? Sans résultat. Alors maintenant, au lieu d'être comme un roi, parce que nous avons connu les empires, et nous avons connu les royaumes, partons de ça, et puis montons quelque chose. Au Burkina Faso, il y a un premier pas. Le président Ibrahim Traoré a reconnu une journée de révalorisation, n'est-ce pas, des coutumes et traditions. Aujourd'hui, au Mali, il y a professeur Poudan qui, avec les autres invités de toute l'Afrique, on vient de mettre en route un palais où ceux qui sont réputés être sorciers
peuvent se retrouver pour chercher des voies et moyens pour l'Afrique. Regardez comment un sorcier qui quitte un village, il fait 4-5 000 km. Le même jour, aller-retour. Si on pouvait fabriquer un avion avec ce génie-là, cette connaissance-là. Parce qu'en réalité, la sorcellerie, ce sont des sciences occultes. Oh, nous n'avons pas de scientifiques. Parce que nous n'avons pas notre occultisme. Nous n'avons que des commentateurs scientifiques. Et tous ces profs que tu vois là. Il n'y a pas une théorie qui nous permette d'avoir une torche et d'éclairer l'avenir. Où on peut être embarqué pour arriver vers une destination. Rien. Tout simplement parce que nous n'avons pas notre génie. Nous n'avons pas notre spiritualité. Le moment est venu de sortir tous ceux qui ont les secrets. Et qui constituent véritablement la puissance qui aurait pu servir notre société. Et donc ces gens-là sont toujours cachés parce qu'ils craignent la religion, on va les dénicher comme des sorciers. Et quand vous êtes aux États-Unis, vous allez voir cabinet sorcier tel. En Europe, de la même manière, cabinet sorcier tel. Tous ces médiums-là, tous ces herboristes-là. Oui, et nous. Alors nous avons rejeté tout. Nous croyons que l'Occident a une civilisation idéale. Et pourtant, même des Occidentaux disent qu'il y a la théorie des deux vérités contraires. Ce que vous croyez être vérité ne peut ne pas être ce que moi je crois vérité. Mais les deux vérités peuvent cohabiter. Qu'est-ce qui fait que l'Occident crie que seule sa vérité peut être diffusée sur l'ensemble du monde entier? Voilà, ça a donné un court-circuit. Il n'y a que l'Asie qui s'en sort parce qu'ils ont réussi à rejeter et à prôner leur propre réconciliation avec les ancêtres. Aujourd'hui, la Chine vient de réaliser de grandes performances autour des infrastructures. Il n'y a pas un pays au monde qui a construit à une hauteur de 350 km de route, mais par-ci, par-là, en cours de route. On a réglé des problèmes. Vous avez un pays d'1,5 milliard de personnes où tous les endroits marécagés ont été construits. 15 jours, vous avez un immeuble de 30 étages. Donc, on a besoin de ces génies-là pour qu'on puisse s'en sortir. Le reste, c'est l'ère démagogique. Merci. Merci bien.